Les nouveaux centres de la sphère. William Aspinall. Écrivain, romancier et critique colombien né à RVO, une municipalité du département de Tolima. Les nouveaux centres de la sphère. Le nouveau visage de la planète latine. Il n'y a pas si longtemps, à Paris, interrogé par des journalistes sur la manière dont l'Amérique latine se défend de l'invasion culturelle de l'époque, Gabriel Garcia Marquez a répondu qu'il n'avait pas tant le sentiment qu'ils nous envahissent, mais plutôt que c'est nous, les latino-américains, qui envahissons culturellement le monde. Il a ajouté que la manière dont la littérature, les arts, la musique, l'artisanat, les coutumes, la gastronomie de notre Amérique ont fait leur entrée dans le monde contemporain était remarquable. C'est vrai, à l'époque du soi-disant boom littéraire latino-américain, dont le nom même est l'expression qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène local, la présence de nos cultures dans les sociétés de la planète commençait déjà à être notable, et depuis lors, il est devenu une influence de plus en plus notable. Mais depuis les années 30 du siècle dernier, quand le tango a commencé à se danser à Paris, depuis les années 1940, quand le monde des objets infinis et des bibliothèques magiques de Georges Louis Bourges a commencé à être fréquenté par les Français, quand les bandes de boléros et de sonorités caribéennes ont pris leur rythme partout, quand le cinéma mexicain a commencé à être vu et quand Pablo Neruda a écrit sa Résidence sur Terre et son chant général, depuis les années 1950, lorsque les mêmes Bozos de Pérez Prado, le récit de Juan Rulfo et les débuts romantiques de la révolution cubaine se sont fait sentir en même temps. Et depuis les années 1960, lorsque Julio Cortázar, Jorge Amado, Mario Vargas Llosa, Joao Guimarães Rosa, Carlos Fuentes, José Lezama Lima, Alero Carpentier, Ernesto Sabato, Ernesto Cardenal, Miguel Ángel Estorios et Gabriel Garcia Marquez lui-même sont devenus nos plus grands écrivains du siècle, et pour certaines de véritables légendes vivantes, la progression n'a cessé de croître. Un phénomène qui s'est produit, parallèlement, nous est devenu de plus en plus visible, que les arts plastiques d'Amérique latine avaient également fait leur chemin dans le monde occidental, depuis l'époque des grands muralistes mexicains et des artistes uruguayens Pedro Figueira Torres Garcia, en passant à travers Frida Kahlo, Remedios Vero, Edgar Negrete, Eduardo Ramírez Villamizar, Armando Rabron, Soto, Cuevas, Goya Amin, de Zislo, Bravo, Obregon, Caballero ou Moral, entre autres, et a atteint une renommée légendaire avec des noms comme Orozco, Diego Rivera, Wilfredo Lam ou Fernando Botero. Déjà dans les années 1950, les livres de Pedro Henrique Urena, le grand polygraphiste dominicain, montraient la fresque colossale d'une culture littéraire et esthétique continentale complètement interdépendante, qui comprenait, bien sûr, aussi le Brésil, et mentionnait également l'excellence de compositeurs tels que Carlos Chavez du Mexique, auteur de pièces symphoniques remarquables, comme l'Argentin Alberto Ginastera, auteur d'un célèbre opéra inspiré du roman Bomarzo de Manuel Mujica. L'aîné, ou comme le maestro brésilien Heitor Villa-Lobos, dont les ensembles insolites d'instruments et de quatuors à cordes ont marqué une époque de la musique contemporaine. Mais, bien sûr, cette présence de la nôtre dans le monde est plus immédiatement perceptible dans la multitude de visages métis qui remplissent les villes des États-Unis, dans les Chicanos de Los Angeles, dans les restaurants de cuisine mexicaine ou péruvienne ou cubaine qui abondaient en New York et Miami, dans les ensembles de musique andine qui jouent dans le métro parisien, dans ces bateaux ancrés dans la Tamise, non loin de Big Ben, où des nuées d'incorrigibles Colombiens boivent du cognac et écoutent des chansons de dépit. En fait que la télévision, les réseaux avec le plus d'audience aux États-Unis sont les réseaux dits hispaniques. Cela est dû, également, au fait qu'il y a de plus en plus d'émigrants latino-américains, et aussi au fait que le processus d'intercommunication planétaire favorise nécessairement ceux qui ont plus de choses à montrer et à dire, et la diversité culturelle latino-américaine est l'une des le plus remarquables, mais pas encore le plus connue, au monde. Ces immigrés sont arrivés par vagues en Europe et aux États-Unis, exilés cubains, mexicains à la recherche de travail, chiliens expulsés par Pinochet, argentins et uruguayens persécutés par leur dictature, colombiens expulsés par la violence, brésiliens, portoricains, dominicains, péruviens, qui cherchent un avenir meilleur dans les pays riches, et qui, croyant ne porter que leurs besoins et leurs espoirs, emportent aussi avec eux leur langue, leurs traditions, leurs coutumes, et une nostalgie unique dans l'esprit du boléro et du son et du tango, une curieuse nostalgie qui les Anglais, les Français et les Italiens ne semblent pas se sentir dans leur relation avec leur monde d'origine. Mais quels sont ces peuples qui, malgré leur énorme diversité, sont perçus par le monde comme un seul peuple, et qui ont mérité, par
par une de ces curieuses culbutes où l'histoire se complaît, d'hériter du nom d'une des plus illustres traditions, culture de la planète, au point d'être appelé, de manière générique, latino. Interroger sa genèse, c'est scruter le plus décisif des faits historiques de la modernité, c'est plonger au cœur de l'Occident et y voir un âge de fer et de sang qui lentement et inexorablement, au rythme de ses agonies et de ses espoirs, change d'éloquence et de musique. Cuando hablamos del descubrimiento de América, tendemos a mirarlo como un momento histórico y como un hecho geográfico, el ápice de la fortuna en la edad de los descubrimiento, el instant en que las dos caras del planeta, hasta entonces totalmente separadas, se miraron por première fois. Il est étonnant de penser qu'il y a à peine 5 siècles, l'océan Atlantique, qui est aujourd'hui la route de nombre de nos migrations, était une extension marine qui n'avait pratiquement jamais été visitée par l'homme. Un dragon perdu de ces infatigables voyageurs, les Vikings, avait touché les côtes de Terre-Neuve et avait oublié quelques pièces d'argent dans ses forêts, mais l'aventure découverte des Norseens n'a laissé aucune trace dans l'histoire. La découverte espagnole marqua plus tard le début du plus grand empire connu jusqu'alors, et fit dire à Carlos V que dans ces domaines le soleil ne se cachait pas, car lorsqu'il se coucha sur les montagnes dorées de Californie, il se levait déjà sur les îles Philippines, et quand il se cachait à Manille, il surveillait les dernières forêts de pins d'Allemagne. Mais l'Amérique n'était pas qu'un point d'arrivée parmi d'autres pour les Européens. Elle était, à bien des égards, une extension de leur civilisation, et liait leur destin au destin de l'Europe d'une manière qui ne s'est jamais pleinement réalisée en Asie ou en Afrique. Ni Alexandre a hellénisé la Perse, ni Jules César n'a romanisé l'Égypte, ni Rome n'a latinisé Carthage ou l'Asie mineure, et la vérité est que plus tard ni les Anglais ont européanisé l'Inde et la Chine, ni les Français n'ont réussi à amener l'esprit cartésien dans la péninsule indochinoise. À partir de la découverte, l'Amérique a été un vaste et complexe laboratoire de mélanges ethniques et de fusions culturelles, bien que pendant longtemps ces convergences et ces fonctions aient échappé au regard et à la conscience de la grande culture occidentale. Pour l'Europe, l'Amérique signifiait une expansion soudaine du territoire disponible, et la vérité est qu'en un peu plus de 4 siècles, quelques 100 millions d'immigrants sont arrivés ici. Aujourd'hui ce sont nos pays qui envoient leurs déplacés et déshérités en quête d'avenir vers des terres plus fortunées, mais il ne faut pas oublier que l'Amérique a été, en d'autres temps, le refuge de l'humanité, et que sur notre continent ils ont trouvé leur patrie et leur destin, des millions d'êtres humains exilés par la faim, les guerres et les tyrannies. Peut-être jamais dans l'histoire n'y a-t-il eu des déplacements aussi massifs d'êtres humains que ceux qui sont venus en Amérique, pas même lorsque les hordes d'Indo-Européens ont avancé en occupant l'Europe, ni lorsque l'Empire romain a conquis le monde connu, ni lorsque les Maures ont occupé le nord de la Méditerranée, ni lorsque les hôtes de Gengis Khan ont balayé l'Asie. Les Espagnols occupèrent les Caraïbes, avançant sur les royaumes des Aztèques en 1521, des Incas en 1532 et des Chibechas en 1538. Plus tard, les Portugais ont occupé la vaste région brésilienne, et seulement un siècle après les découvertes, lorsque les Caraïbes, les anciens territoires des empires indigènes, et ces régions de notre terre firme étaient déjà occupées par les conquérants, le processus de colonisation du territoire a commencé l'Amérique du Nord. Aux États-Unis et au Canada, les populations indigènes ont été pratiquement exterminées, et donc la colonisation a consisté en un transfert de vastes populations vers un monde riche qui n'avait jamais été exploité. En Amérique aztèque, antillaise, inca, équinoxiale et méridionale, de vastes régions ont conservé leur population majoritairement indigène, toutes ont reçu l'abondant apport des peuples ibériques, et d'autres ont connu l'incorporation progressive du monde africain, puisque très probablement c'est seulement d'Afrique qu'elles ont été amenées à notre continent, comme esclaves, environ 15 millions de personnes. Cela marquait la principale différence entre les mondes nord et sud du continent américain. On pourrait dire que le nord est devenu une extension de la culture européenne, éclipsée par l'esclavage, bien que renouvelée par la sensation biblique de peupler la terre promise, et par la conscience de commencer un monde. Nulle part ce cri de nouveauté, cette sensation d'aube, et on pourrait presque dire, cette rumeur de paradis, ne résonne aussi fort que dans l'œuvre du grand poète du Nouveau Monde, Walt Whitman, fils de Manhattan. L'Amérique latine, tout en rendant hommage à l'Europe pendant 3 siècles, a vécu quelque chose de très différent, la fusion à des degrés divers des cultures des 3 continents, qui ont formé notre première grande mosaïque culturelle, majoritairement des pays blancs d'origine européenne, comme l'Argentine, l'Uruguay et dans une certaine mesure le Chili, principalement des pays indigènes, comme le Mexique, le Guatemala, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie, des pays majoritairement mulâtres.
comme le Brésil, Cuba, la République dominicaine, Haïti ou la Jamaïque, et les pays métis, comme la Colombie ou le Nicaragua, qui ne sont ni majoritairement blancs, ni indigènes, ni africains, mais ont plutôt un grand nombre de mélanges raciaux et culturels. Dans les temps anciens, Rome était un vaste empire, et apporta à tous les peuples la grande langue latine et à nombre de ses habitants le statut de civitas, de citoyens. Mais après sa chute vint une ère de désintégration, où chaque ville était enfermée dans ses frontières, les grandes routes continentales étaient abandonnées, l'économie et la politique prenaient une forme locale, et les forêts et les routes étaient remplies de voleurs et de dangereux, propices pendant des siècles, merci à l'isolement, le démembrement de la langue commune en dialectes régionaux. C'est ainsi que l'espagnol est né du mélange du latin avec les langues celtibères, le portugais, comme forme particulière du latin sur les rives de l'Ibérie, naquit ainsi le français, qui rapprocha le latin des langues gauloises, ainsi le toscan est né, comme une forme populaire de latin dans la région centrale de l'Italie, et ainsi le roumain est né, du mélange du latin avec les langues slaves. Même l'anglais, dérivé du vieil anglo-saxon, était chargé de mots d'origine latine, puisque les îles britanniques avaient été la dernière limite de l'Empire romain. Et c'est ainsi qu'une grande langue de civilisation a disparu du monde, non par la mort, mais par fragmentation en dialectes locaux. Pourtant, les chemins de l'histoire sont complexes et imprévisibles, personne ne pouvait penser, à une époque où l'Empire romain se mourait et où les dialectes romans se renforçaient, que certains d'entre eux redeviendraient, 1000 ans plus tard, de grandes langues planétaires. Aucun d'eux n'a eu la curieuse chance qu'ont eu les Espagnols et les Portugais. Mais c'est qu'avec les informations du grand empire ibérique de Carlos V, au XVe siècle, les fondations de la nouvelle ère économique ont également été posées, lorsque, grâce au trafic de métaux en provenance d'Amérique, le commerce mondial est né. Pour cette raison, lorsque l'Empire s'est désintégré, lorsque l'indépendance des nations ibéro-américaines est arrivée au début du XXe siècle, les pays n'étaient pas totalement isolés comme au temps du déclin de Rome, et le phénomène croissant de la mondialisation a nous trouvé en possession de langues communes vigoureuses et enrichies. Pourtant, peu d'histoires sont aussi exemplaires que l'enrichissement de ces langues. La langue latine avait produit en Espagne certaines des plus hautes expressions littéraires de son temps, les œuvres poétiques et philosophiques de Lucain et de Sénèque. Pas étonnant pour une région qui avait également régénéré politiquement l'Empire en donnant naissance aux grands empereurs Trajan et Adrien, qui furent la lumière de leur temps. Mais après la chute de l'Empire, le premier grand apport étranger fut le brouhaha. Le mot algarabia signifie aujourd'hui, pour nous, une agitation incompréhensible, mais à l'origine c'était simplement le nom de la langue arabe. Quand l'islam a apporté son architecture raffinée, ses chambres à fontaines, ses philosophes, et ses dromadaires à la sécheresse de Grenade et de Cordoue, 7 siècles il a projeté son raffinement sur la culture chrétienne, il a aussi laissé les sons de sa langue dans la langue voisine. Cette influence a rempli la poésie espagnole d'une nouvelle musicalité, ainsi que des possibilités philosophiques enrichies qui ont ensuite été largement frustrées par le dogmatisme chrétien et par les crochets de ces tribunaux d'inquisition. L'Europe était barbare quand l'islam était une civilisation raffinée, dont les physiologistes ont établi quelques fondements de la médecine moderne, dont les mathématiciens étaient les plus marquants de l'époque, dont les philosophes Averroès et Avicenna ont récupéré l'œuvre d'Aristote, oubliée par l'Occident, dont les conteurs apportaient des tonalités fantastiques, une imagination excessivement restreinte par l'Église et par l'esprit villageois. Peut-être était-ce un vestige de la poésie arabe, qui vénère la musicalité dans le langage comme une vertu en soi, pas nécessairement tributaire d'un sens dans la mesure où les arabesques sont une musique picturale et non une représentation d'images ou d'idées, dont elle a permis l'émergence d'aventures poétiques. Comme celle de Góngora, tisserand de cristal et architecte verbal capricieux. Mais à l'époque de la découverte, les poètes Juan Boscan et Garcilaso de la Vega ont accepté le défi d'un ambassadeur vénitien d'apporter à l'espagnol la musicalité de la langue italienne, les rythmes et les formes de poésie que Pétrarque avait raffinées avec ses sannits. Les troubadours avec leurs chants, et Dante avec les triplets de son voyage à travers les fosses fétides de l'enfer, à travers les rochers musicaux du purgatoire et à travers les terrasses du paradis, soutenus par des colonnes de justes et des ailes d'anges. C'est là qu'a commencé l'âge d'or espagnol, qui chantait l'amour à la fois sensuel et mystique dans la voix de Saint Jean de la Croix, qui tissait des pensées indélébiles avec une musique délicate dans la voix de Fray Luis de Léon, qui résonnait profondément et moralisait dans l'harmonie endécasyllabe de Quevedo, qui a su être souple et passionné dans les vers de Lope de Vega, qui a construit les périodes admirables dans sa sonorité et son assiduité de Luis de Góngora, et qui a finalement
reprit sa force expressive et sa capacité à témoigner de la foi à la mort d'une époque et la naissance d'une autre, en fondant dans l'œuvre de Cervantes le genre littéraire typique de l'époque moderne, le roman. Déjà avec l'apport de l'arabe et de l'italien, la langue avait pu perpétuer dans le langage l'émergence même de la modernité. Mais l'espagnol et le portugais ont également été confrontés au plus grand défi que toute langue ait connu au cours de l'histoire, le défi de nommer un monde totalement inconnu. Tout un continent, avec ses forêts et ses fleuves, avec ses climats et ses massifs montagneux, avec ses peuples et ses cultures, avec ses dieux et ses siècles, avec ses chants, ses guerres et ses mythologies, surgit soudain sous les yeux déconcertés de l'Europe, et bien que beaucoup dans les cours de l'Ancien Monde, et même parmi les philosophes, les lettrés et les poètes de l'époque, n'aient pas réalisé l'ampleur des problèmes et des défis que cette découverte posait à l'ensemble de la civilisation, là le temps a fait beaucoup d'hommes, confrontés par hasard à des tâches qui normalement ne leur correspondaient pas, captés et témoins de l'irruption de l'Amérique dans la sensibilité de l'Occident, de son incorporation dans l'univers connu, et des nombreux thèmes qu'elle ouvrait à la sensibilité, pour elle l'imagination et pour la pensée. Là, le monde vit une époque où les humbles soldats devinrent de grands créateurs de langage, où les marchands devinrent des conteurs, où les aventuriers affamés trouvèrent la poésie du sang et de l'or. De nombreux historiens se sont demandé pourquoi si peu de grands sages et de grands écrivains d'Europe étaient venus vivre une expérience directe du monde américain, et pourquoi ils devaient presque toujours être des guerriers de culture moyenne et des chroniqueurs d'une formation pas si exquise. Donner pour reconnaître ce monde, décrire le premier choc des cultures et conserver pour des siècles le témoignage de ces aurores de sang. Le monde sait improviser ses poètes et ses chefs d'orchestre quand il en a besoin. Dada las circunstancias de la época, dedos los dogmatismos y los rigors de la Inquisition, me atrevo a peine ce que no estuvo tan mal que hubieran société interprofessionnelle des oléagineux esos personnages modestos en su formation quienstegiron el vasto cosmos de las crónicas de indios y pintaron el sangriento te país de l'époque. Peut-être les philosophes et les sages, formés à une tradition plus rigide que les scribes inexpérimentés et les aventuriers sans méfiance, en auraient-ils moins vu que les chroniqueurs, et peut-être l'auraient-ils inscrit dans un langage plus indolent aux formalités de l'époque. Une manière moins perspicace. De nombreux chroniqueurs des Indes, comme beaucoup d'auteurs des sagas guerrières islandaises, puisaient leurs ressources dans la vie plutôt que dans les habitudes de la tradition, et étaient énormément inventifs car leur virage littéraire était souvent imposé par le vertige même des faits. La vérité est que grâce à ces auteurs, Bernal Díaz del Castillo et Gonzalo Fernández de Oviedo, Bartolomé de las Casas et Cieza de León, Juan de Castellanos et Fray Pedro Simón, parmi tant de témoins mémorables des débuts de l'Amérique, la substance d'un monde que nous ne reverrons jamais et le tourbillon d'une époque irrépétible ont été sauvés pour la postérité et ont représenté une nouvelle contribution au processus d'enrichissement de la langue. Mais ce qui se passait était la formation d'une nouvelle ère mondiale. Du fait de la découverte de l'Amérique, la confirmation de la rondeur de la planète et la relativisation de nombreuses vérités anciennes grâce aux interrogations que cette découverte a amenées avec elle. De grands sages, à travers l'histoire, avaient suggéré et même démontré la rondeur de la planète, mais une chose est d'y penser et une autre chose est de la vivre. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'humanité commence à vivre véritablement dans une sphère, et la conquête de la conscience de cette sphère sera encore lente, puisque l'on peut affirmer que l'humanité a toujours été capable de vivre, non dans la plénitude d'une vision du monde, mais en morceaux de différentes visions du monde, grossièrement assemblées pour produire une illusion de cohérence. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que l'on put voir l'Église catholique accepter les vérités de Galilée, et le fait eut des contours surprenants car l'Église, sans doute sincère dans sa contrition, décida gracieusement de pardonner à Galilée, 5 siècles plus tard, alors que la seule chose sensée à faire, cela aurait été de s'excuser. Ainsi le fait que les vérités soient démontrées ne garantit pas que l'humanité les intègre réellement dans leur réalité quotidienne, et il semblerait que le monde vive spontanément dans une brume mêlée de certitudes et de fantasmes, auxquels elles ne font souvent que donner une cohérence aux mythes. L'or et l'argent de l'Amérique ont été décisifs dans la consolidation de la société marchande. Plus de 20 000 tonnes d'argent mexicain et péruvien, et une quantité indéterminée de tonnes d'or de la Nouvelle-Grenade et d'autres régions, constituèrent sans aucun doute un gigantesque flux, qui coula dans les veines de l'Europe, et contribua grandement à la formation du capitalisme moderne. C'est toujours émouvant de voir ces statues dorées de la cathédrale de Séville, dans lesquelles l'or fondu des dieux solaires d'Amérique est entré dans le culte du dieu chrétien, mais c'était aux mains de banquiers allemands, de pirates anglais et de marchands d'Amérique.
La Flandre qui est allée arrêter la plupart de cette richesse qui n'a pas fait fortune en Espagne. On sait aussi que le contact avec les cultures américaines, malgré la barbarie avec laquelle elles ont été détruites, a été à la base des méditations de Bartolomé de Las Casas et de Francisco de Victoria, qui ont donné naissance au droit humanitaire, inspiré les réflexions de Montaigne, l'un des piliers de la modernité, a stimulé l'élaboration de l'utopie de Thomas More, il a ressuscité les vieux mythes européens, la légende de la Cité d'Or, la légende du pays des Amazones, l'île de la fontaine de jouvence éternelle, les récifs des sirènes et le rêve du pays de la cannelle, ce monde nourrit enfin chez Rousseau la légende du bon sauvage et le culte de la nature qui inspireront les rêves et les paysages du romantisme, et qui sera l'un des principaux stimulants de l'apparition de l'ethnologie et de l'anthropologie, disciplines qui ont changé la sensibilité des sociétés contemporaines. Tout cela était donc un accomplissement, mais aussi un début. Là où la tâche de l'Espagne impériale s'est terminée à cette époque, qui, comme dirait Hegel, parce que son déclin a été lancé, il y a eu le début de l'aventure culturelle américaine, mais depuis lors, des siècles se sont écoulés avant que l'Amérique latine et la péninsule ibérique ne reviennent se retrouver au cœur de l'histoire. Je n'ose pas dire que cela s'est pleinement produit. Je crois que nos cultures se préparent à un grand avenir, et je crois que les siècles que nous avons vécus ont été des siècles de gestation complexe et démesurée, mais il est déjà possible de constater que la nôtre a cessé d'être une région marginale du monde, et non pas insister sur de longs récits historiques, je veux simplement réfléchir sur quelques éléments isolés. Une très importante est que malgré l'énorme fragmentation politique et économique de nos pays, il est possible de constater que chaque fois que de grands mouvements culturels surgissent, ils apparaissent simultanément sur tout le continent. Lorsque la génération éclairée qui a préparé l'indépendance a surgi, lorsque les batailles pour la liberté ont été livrées, les destins des grands hommes de ces terres étaient des destins continentaux. Cette génération de patriotes latino-américains a ému le monde, et il ne fait aucun doute qu'au début du XXe siècle, nos pays ont constitué une partie exceptionnelle de l'histoire mondiale. Ce n'est pas seulement parce qu'on trouve la statue de Bolivar sur le pont Alexandre III, à Paris, ou au centre d'une place du Caire, ou dans le Central Park de New York, ce n'est pas seulement parce que dans les récits encyclopédiques des grands événements du millénaire, non parce qu'ils sont un peu moins significatifs, on note que les deux grands moments de l'Amérique latine qui apparaissent sont l'âge de la conquête et l'âge de l'indépendance, il est évident que, bien que l'Amérique ait été incorporé dans l'histoire du monde depuis la découverte, et était déjà inconcevable depuis lors sans la contribution de l'Europe et de l'Afrique, ce n'est que dans les dernières années du XXe siècle et dans les premières années du XXe qu'il semble prendre conscience de sa position cosmique et semble prendre la décision de prendre son destin en main. Il faut écouter le discours de Bolivar pour percevoir l'ampleur de sa conscience historique et la fine perception qu'il avait de son temps et de notre appartenance au monde. Nous sommes une petite espèce humaine, écrit Bolivar dans la Lettre à la Jamaïque, nous possédons un monde à part, entouré de vastes mers, nouveau dans presque tous les arts et toutes les sciences, quoique un peu ancien dans les usages de la société civile. Je considère l'état actuel de l'Amérique, comme lorsque l'Empire romain s'est effondré, chaque démembrement a formé un système politique, selon leurs intérêts et situations ou suite à l'ambition particulière de certains chefs, familles ou corporations, avec cette remarquable différence que ces membres épars revinrent rétablir leurs anciennes nations avec les altérations que les choses ou les événements exigeaient, plus nous, qui conservons à peine des vestiges de ce qui fut autrefois, et qui d'autre part ne sommes pas des Indiens ou des Européens, mais une espèce intermédiaire entre les propriétaires légitimes du pays et les usurpateurs espagnols, bref, être américains de naissance et nos droits sont ceux de l'Europe, nous devons les disputer à ceux du pays et que nous nous y maintenons contre l'invasion des envahisseurs, ainsi nous nous trouvons dans le cas le plus extraordinaire et le plus compliqué. Malgré le fait qu'il s'agit d'une sorte de divination pour indiquer quel sera le résultat de la ligne politique suivie par l'Amérique, j'ose risquer quelques conjectures, que, bien sûr, je qualifie d'arbitraires, dictées par un désir rationnel et non par raisonnement probable. Comme Graham Bolt, l'une des choses qui inquiétait le plus Bolivar était la formidable inégalité héritée de la colonie. Dans près de 2 pays, les peuples autochtones ont été dépouillés de leurs riches traditions, de leur conscience d'être au centre d'un monde, de leur dignité, et transformés à la hâte en adorateurs d'un ordre mental dans lequel on ne les verrait jamais dans des conditions de égalité. En raison de leur formidable arrogance, la couronne, les hommes d'affaires et l'Église ont bien voulu avoir des sujets, des serviteurs et des fidèles, mais pas pour laisser s'opérer ici un processus de dignité de l'être humain, et encore moins d'exaltation de la des êtres libres capables de discrétion et de jugement.
Pendant des siècles, l'Église catholique continuera d'interdire la lecture libre en Amérique, qui avait été l'instrument des Lumières pour construire une conscience citoyenne et un individu responsable capable de soutenir l'échafaudage des républiques. Bolívar se interrogaba continuam sobre cómo fundar un orden político en el que los siervos y los esclavos accederán a la libertad, los criados discriminados accederán a la igualdad, y unos y otros accederán a la fraternidad, principios que tan élocuentement pregonaban en Francia los canons de la Révolution. Mais s'il était difficile à Paris de faire accéder les Français à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, à Paris, où chacun faisait partie d'une nation homogène avec plus de 4 siècles d'existence unifiée, unie par une longue tradition, qu'attendre de peuples composés d'Indiens, de Créoles et de Noirs, de Métis, de mulâtres et de Zembos? Qu'attendre de ces Créoles plus désireux d'acquérir notoriété et pouvoir que de vivre avec les mulâtres et les Indianadas? À quoi s'attendre de ces vestiges des anciennes cultures indigènes? Que faire de ces religions syncrétiques? Que faire des riches patriotes qui étaient prêts à se battre pour l'indépendance, mais pas à donner la liberté à leurs nombreux esclaves? Que faites-vous de ces mineurs et propriétaires terriens qui vivaient en expédiant leurs métaux et leurs produits d'Espagne? Que faire de ces marchands qui vivaient du commerce avec les métropoles? Que faire de ceux qui avaient appris les 1000 nuances du piège bureaucratique, avec la tradition déjà florissante du légalisme sournois, cet empire de juristes qui serrait et resserrait les écrous de la loi pour prospérer sur ses lacunes et parasiter de ses ambiguïtés? On sait que de nombreux peuples autochtones ont résisté à l'idée d'indépendance parce qu'ils craignaient à juste titre que les métis qui prendraient le contrôle des États ne deviennent plus exclusifs et plus méprisants envers les Indiens, les Noirs et les mulâtres que les Espagnols eux-mêmes. Toujours à son époque, de nombreux esclaves rejetaient l'idée incompréhensible que l'esclavage devait être aboli, puisque sans un travail éducatif et social approfondi et de longue haleine pour changer les valeurs, construire une éthique de l'égalité et offrir effectivement des opportunités éducatives, politiques, juridiques et économiques, la liberté des esclaves se limitait, comme l'a dit Estanislao Zuleta, à les laisser libres de nourriture et d'abri. Le chemin que Bolívar a vu était le chemin de la générosité. Il croyait en la nécessité d'un travail pédagogique lent et paternel qui apprendrait à coexister les races, les classes sociales, les régions et les traditions, en promouvant le meilleur de tous et en établissant ce dialogue créatif dans le cadre d'une législation riche en garanties, qui leur permettre de surmonter en peu de temps le traumatisme d'un siècle de conquête sauvage et de 2 siècles d'arrogance coloniale. Je désire plus que tout autre voir l'Amérique former la plus grande nation du monde, moins à cause de sa grandeur et de sa richesse qu'à cause de sa liberté et de sa gloire. Quoique j'aspire à la perfection du gouvernement de mon pays, je ne puis me persuader que le Nouveau Monde soit pour le moment gouverné par une grande république, puisqu'il est impossible, je n'ose pas le souhaiter, et je souhaite encore moins une monarchie universelle en Amérique, car ce projet, sans être utile, est aussi impossible. Les abus qui existent actuellement ne seraient pas réformés et notre régénération serait vaine. Les États américains ont eu besoin des soins des gouvernements paternels pour panser les plaies et les plaies du despotisme et de la guerre. De même qu'il y avait toujours eu une Amérique des Caraïbes, une Amérique andine et une Amérique amazonienne, une Amérique des déserts du Nord et une Amérique des Pampas du Sud, une Amérique blanche, une Amérique indienne et une Amérique noire avaient aussi été définies. Ou mieux encore, une Euro-Amérique à prédominance blanche, comme l'Argentine ou le Chili, une Indo-Amérique indigène et métisse, au Mexique, au Guatemala, en Équateur, au Pérou ou en Bolivie, une Afro-Amérique majoritairement noire et mulâtre, à Cuba, en Haïti, en République dominicaine, en Jamaïque ou au Brésil. Cela ne signifiait pas que tous les pays n'étaient pas plus ou moins métis, mais de nombreux éléments qui caractérisaient leur culture découlaient de cette composition originale. Chacune de ces Amériques aurait des éléments uniques à apporter à la mosaïque de la civilisation, et il était impossible que la solution de ces conflits passe par la découverte presque magique d'un système politique adapté à leurs besoins. Tous les systèmes politiques sont le fruit de la tradition et de l'expérience, et l'Amérique métisse était une nouvelle expérience dans l'histoire du monde. La conquête de son indépendance formelle ne serait que le premier pas d'une longue quête qui nécessitait l'expérience d'une coexistence sociale dans le cadre d'une nouvelle législation, d'un renforcement économique régi par l'idéal d'autonomie et d'indépendance culturelle. Simon Rodriguez a dit à juste titre que nous ne trouverions des solutions que si nous ne nous considérions pas comme différents d'un pays à l'autre et si nous ne croyions pas en plus de frontières que celles naturelles du continent.
2 siècles plus tard, ces conditions d'existence du continent en tant que nation solidaire avec des engagements fermes et des responsabilités partagées sur le destin du monde ne sont pas encore pleinement réunies, mais malgré le chaos apparent, nous avons parcouru un long chemin. Le métissage, qui était notre grande difficulté, est aussi notre grande chance sur la scène de la culture contemporaine, puisque la tendance au métissage et au mulattage est l'une des principales caractéristiques de la modernité. Le monde n'est plus tourné vers aucune forme de pureté raciale ou culturelle, mais vers toutes sortes de fusions. Ceci explique la valeur des cultures métisses en tant que visage à part entière de l'époque. Leurs défis sont des plus impérieux puisque, face au danger persistant du fascisme, qui prétend revendiquer la supériorité des races pures, des langues pures, des religions uniques ou des cultures homogènes, et qui cherche absurdement à les imposer au monde entier, la seule alternative est de trouver la valeur des fusions et de montrer la civilisation métisse comme le visage le plus probable de l'avenir. Ainsi, nos pays, sur lesquels le pouvoir hégémonique de certaines cultures a perpétré tant d'atrocités et tant de violences, ont été contraints avant tout autre d'être les laboratoires de ce nouvel âge planétaire. C'est ce qu'indiquait l'idéologie de ce grand homme d'action et grand rêveur d'avenir qu'était le libérateur Bolivar, à une époque où ni l'ethnologie ni l'anthropologie n'avaient donné aux cultures leurs revendications et leurs justifications. Il y a dans ces idées plus une sorte d'intuition sombre qu'un développement conceptuel précis. Fraternité par tradition et par langue, peut-être le jour ne sera-t-il pas loin où se réalisera le rêve encore vague d'une unité des nations de notre Amérique, tel qu'il est esquissé dans ces derniers mots de la lettre de la Jamaïque. C'est une idée grandiose que d'essayer de former de tout le nouveau monde une seule nation avec un seul lien qui relie ses parties entre elles et au tout. Puisqu'elle a une origine, une langue, des coutumes et une religion, elle doit donc avoir un gouvernement unique qui confédérerait les différents États qui doivent se former, mais ce n'est pas possible, parce que des climats éloignés, des situations éloignées, des situations diverses, des intérêts opposés, des caractères dissemblables divisent l'Amérique. Qu'il serait beau si l'isthme de Panama était pour nous ce que celui de Corinthe était pour les Grecs. Espérons qu'un jour nous aurons la chance d'y installer un auguste congrès des représentants des républiques, royaumes et empires pour traiter et discuter des grands intérêts de la paix et de la guerre, avec les nations des autres parties du monde. Ce genre de corporation peut avoir lieu à quelque temps heureux de notre régénération, un autre espoir est sans fondement, semblable à celui de l'abbé Saint-Pierre, qui conçut la louable illusion de convoquer un congrès européen pour décider du sort et des intérêts de ces nations. À notre époque, cependant, nous avons vu comment les États d'Europe, beaucoup plus différents les uns des autres, et traditionnellement plus opposés par des guerres, des conflits religieux et des différences culturelles, ont atteint les portes d'une confédération. À la fin du XXe siècle, une autre génération admirable relève le défi de chercher notre entrée dans la modernité. C'était là aussi dans le domaine du langage, et en particulier de la littérature, où cet effort était fait pour briser les schémas rigides de sociétés qui avaient perdu leur vocation planétaire et s'étaient enfermés dans leurs rêves léthargiques de villages, parfois idylliques mais souvent viols et fratricides. Au Mexique, à La Havane, à Bogota, à Lima, à Santiago du Chili, à Buenos Aires, les voix renouvelées de Manuel Gutiérrez Nájera, José Martí, José Ascension Silva, José María Eguren, Ricardo Gémis frère, Leopoldo Lugon ont commencé à émerger. Ses thèmes, ses rythmes, la grâce de sa langue, l'élasticité de ses cadences, la richesse de sa prose laissaient entrevoir qu'une véritable révolution de la sensibilité s'y effectuait. 2 faits simultanés étaient remarquables, l'un, le caractère continental de son aventure et de sa recherche, un autre, le fait qu'ils semblaient tous puiser aux mêmes sources, de la poésie d'Edgar Allan Poe et de Heinrich Heine, mais surtout de la poésie française contemporaine, des voix de Victor Hugo, de Baudelaire, et surtout de Paul Verlaine. Une extraordinaire poète musicale, adonnée à la passion et au désordre, mais plein de vie, de grâce et d'authenticité. Paul Verlaine, ivre, égoïste, turbulent, instable, mais vigoureux, délicat, passionné et brillant, était une sorte de portrait lointain de l'état d'esprit des écrivains ibéro-américains de la fin du siècle. Ils ont appris beaucoup de choses de lui, grâce à leur influence, ils ont transformé le langage, l'ont rendu plus expressif, plus harmonieux, plus nuancé, plus irrévérencieux et plus sensuel. Ce qui nous venait, c'était un langage passionnel contenu dans des pays pleins de richesses culturelles et de diversité humaine, mais longtemps étouffé par le colonialisme et plus tard par l'étroitesse d'esprit d'une politique villageoise. Maintenant, nous retournions la tête à la réalité de la planète.
Le membre le plus éminent de cette génération littéraire, le Nicaraguayen Rubén Darío, a non seulement mené à bien de nombreuses conquêtes partielles de ses amis et collègues en vers et en prose, mais a également été celui que le destin a choisi pour apporter à l'Espagne la preuve de cette aventure de la modernité. Lorsqu'il arrive à Madrid en 1898, l'Espagne vient de vivre sa guerre avec les États-Unis, elle a perdu ses dernières possessions dans les Caraïbes, les îles de Cuba et de Porto Rico, ses dernières possessions dans le Pacifique, les îles Philippines, et avec eux il avait perdu les derniers vestiges de son empire mondial. Les anciennes générations littéraires espagnoles ont succombé à la prostration dans un pays désenchanté, mais les nouvelles étaient avides de rencontrer le monde et de construire une Espagne moderne, adaptée à l'époque, capable de vivre pleinement la nouvelle aventure de ne plus être un empire presque fictif, mais l'une des nations les plus originales d'Europe. Là, Rubén Darío a trouvé ses jeunes, Antonio Machado et Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez et Ramón del Valle-Inclán, également grands lecteurs de français, rénovateurs de sensibilité, avides d'avenir. Cette rencontre porta de grands fruits, et de même que la génération des modernistes latino-américains avait trouvé dans la sensibilité, le talent et la générosité de Darío le porte-parole idéal pour les représenter auprès de l'Espagne, les nouveaux écrivains espagnols trouvèrent en lui leur meilleur émissaire pour l'Amérique. Rubén Darío devient ainsi non seulement le symbole du modernisme latino-américain, mais aussi le symbole d'une convergence inattendue des deux ailes du langage, de part et d'autre de l'Atlantique. Et c'est parce que ce contact a eu lieu, parce qu'à ce moment chanceux que le dialogue était possible, que la langue espagnole, qui avait passé 2 siècles presque dans le silence dans lequel le reste des grandes langues d'Europe vivait la splendeur de leur créativité, les siècles du classicisme, du rationalisme et du romantisme, et avait cessé d'être l'instrument des grandes aventures de l'esprit, retrouvait son destin de grande langue de civilisation, et entrepris tout au long du XXe siècle. L'aventure qu'il a fait non seulement dans le 3e langue du monde, après le mandarin et l'anglais en quantité, mais dans l'une des plus vigoureuses des temps modernes, une des langues qui devra assumer, de façon prépondérante sur la planète, la responsabilité de l'avenir, les tâches de réflexion, de création et de communication qui s'ouvrent devant nous à ce carrefour des siècles. En 1936, le grand écrivain et penseur mexicain Alfonso Rey prend la parole lors d'un forum international et publie dans la revue Sur, de Buenos Aires, quelques réflexions sur la manière dont nos aînés perçoivent leur destin d'enfants de ce continent. La génération immédiate qui nous précède croyait encore qu'elle était née à l'intérieur de la prison de diverses fatalités concentriques. Les plus pessimistes le ressentaient ainsi, d'abord, la première grande fatalité, qui consistait bien sûr à être humain, selon la phrase du vieux Silène recueillie par Calderon, parce que le plus grand crime baroblique de l'homme est d'être né. Au sein de celui-ci, venait le deuxième cercle, qui consistait à être arrivé très tard dans un vieux monde. Les échos de ce romantisme que le cubain Juan Clément Zenea résume en 2 vers ne s'étaient pas encore éteints, mon temps est celui de la Rome antique, baroblique et mes frères avec la Grèce sont morts. Dans le monde de nos lettres, un anachronisme sentimental dominait le commun des mortels. C'était le 3e cercle, en plus des malheurs d'être humain et d'être moderne, celui très particulier d'être américain, c'est-à-dire né et enraciné dans un sol qui n'était pas le foyer actuel de la civilisation, mais une branche du monde. Pour reprendre un mot de notre Victoria Ocampo, les grands-parents se sentaient propriétaires d'une âme sans passeport. Et puisque l'on était américain, un autre handicap dans la course de la vie était d'être latino ou, en bref, d'avoir un bagage culturel latino. C'était l'époque de « à quoi tient la supériorité des anglo-saxons ». C'était le temps de la soumission à l'état actuel des choses, sans espoir de changement définitif ni foi en la rédemption. Seuls les rerengs de Rodó ont été entendus, nobles et candides. Puisqu'il appartenait au monde latin, une nouvelle fatalité en son sein appartenait au monde hispanique. Le vieux lion était couché depuis longtemps. L'Espagne semblait revenue de son ancienne grandeur, sceptique et impuissante. Le soleil s'était couché sur son domaine. Et, pour ne rien arranger, les Hispano-Américains ne se comprenaient pas avec l'Espagne, comme c'était le cas jusqu'à récemment, avant même la douleur actuelle de l'Espagne, qui nous blesse tout. Dans le monde hispanique, nous en venons toujours à être un dialecte, une dérivation, une chose secondaire, une branche à nouveau, l'hispano-américain, un nom qui est lié avec un trait d'union, comme avec une chaîne. Parmi les Américains d'origine hispanique, mes proches se lamentaient encore d'être nés dans une région chargée d'Indiens, l'Indien, donc, était un fardeau, et non pas encore un devoir hautain et un espoir fort.
Au sein de cette région, ceux qui me sont encore les plus proches avaient des raisons de se lamenter d'être nés dans le quartier redoutable d'une nation florissante et pléthorique, un sentiment désormais transformé en l'honneur inestimable de représenter le front d'une race. De tous ces fantômes que le vent a emportés ou que la lumière du jour a redessinés jusqu'à ce qu'ils soient devenus, au moins, des réalités acceptables, il en reste encore quelque chose dans les coins de l'Amérique, et il faut le poursuivre en ouvrant grand les fenêtres et en appeler la superstition par son nom, ce qui est le moyen de la chasser. Mais, en substance, tout cela est déjà rectifié. Assis les prémices précédentes et après cet examen de cause, j'ose assumer un style d'allégation légale. Il y a longtemps qu'il y a un sentiment de nivellement et d'égalité entre l'Espagne et nous. Et maintenant je dis devant le tribunal des penseurs internationaux qui m'écoutent, nous reconnaissons le droit à la citoyenneté universelle que nous avons déjà gagné. Nous avons atteint l'âge de la majorité. Très vite, vous vous habituerez à compter sur nous. Jusqu'à présent, le texte d'Alfonso Rey. J'ose affirmer que ce temps est venu, et Alfonso Rey lui-même est l'un des faussaires de cette époque où le mode de pensée spécifique et le style de création très diversifié de nos cultures ont commencé à devenir indispensables pour le monde. Le XXe siècle a été le siècle où l'Ibéro-Amérique est passée de l'invisibilité et de l'éloignement au centre des drames du monde contemporain, mais aussi au centre de ses aventures spirituelles. Nul ne peut ignorer que notre présence actuelle sur la scène internationale est profondément marquée par les difficultés inhérentes à notre réalité, par la persistance de maux très modernes. Nul ne peut ignorer l'existence du trafic de drogue, du terrorisme, de l'exil politique et économique. Mais ces faits ne doivent pas occulter ou annuler une autre grande vérité, celle de la vigueur et de la pertinence croissante de nos cultures, de la manière dont nous réinterprétons la tradition occidentale et de la saveur indubitable que nos créations ont déjà. Il est impossible de concevoir la littérature du XXe siècle sans penser, parmi tant d'autres, à Jorge Luis Borges, João Guimarães Rosa, Pablo Neruda, Juan Rulfo ou Gabriel García Márquez. Chacun d'eux représente non seulement l'expression d'une région, d'une sensibilité, l'un des visages irremplaçables de ce genre de planète latine. Borges, voix d'un pays d'immigrés, crypte dans ses œuvres le cosmopolitisme de l'Amérique, son infinie curiosité pour toutes les cultures, son droit d'hériter de toutes les traditions, son culte pour la mémoire accumulée des bibliothèques et des symboles, et à la fois, sa perplexité adamique pour un monde toujours inexpliqué, point où l'art et la philosophie s'unissent pour produire, non pas des certitudes qui bouleversent et font taire, mais des états privilégiés d'émerveillement et de gratitude. Rulfo, voix d'un monde indigène apparemment aboli, fait surgir dans sa poésie la rumeur spectrale d'une réalité où la vie et la mort s'entremêlent, où le temps est à la fois un souffle d'éveil et de sommeil, où l'intimité et l'histoire dialoguent dans le langage austère des émotions élémentaires. Neruda et Guimarães Rosa nous montrent les turbulences d'un monde où la nature existe encore dans un sens que de nombreuses régions de la planète ont déjà perdu, une nature que le langage assiège et n'atteint jamais pleinement. Ils nous montrent l'éternelle aventure américaine d'essayer de nommer, avec un langage toujours insuffisant, un monde d'une fécondité excessive et d'une violence puissante, et ils nous révèlent l'urgence de la tâche d'incorporer l'innommé et l'inconnu dans l'ordre du le sacré et l'humain, tâche centrale de toute poésie. Gabriel García Márquez, voix de l'univers multiple des Caraïbes, fusionne la musicalité de la langue espagnole avec la pensée magique déconcertante des peuples autochtones et avec la joie et la sensualité des cultures africaines, pour produire la splendeur du roman métis, la saga de un monde où peut-être seule la complicité de l'amour interdit parvient à survivre aux ruses du langage, à l'arbitraire du pouvoir et au vent du malheur. Si ces auteurs, et tant d'autres, se sont frayés un chemin dans le cœur de leurs contemporains à travers le monde, c'est parce que les synthèses dont parlait Alfonso Rey n'ont cessé de se produire dans notre culture, parce que l'Ibéro-Amérique commence à avoir des réponses pour le monde, et il les aura de plus en plus dans la mesure où il assumera toutes ses richesses, la sagesse et la somme des savoirs de ses peuples indigènes, la vigueur, la joie et le sens du rythme de ses peuples afro-américains, l'empreinte profonde des civilisations de son passé ibérique et latin, et la contribution croissante des cultures qui sont venues à nous pour rester. Nous pouvons affirmer que l'Ibéro-Amérique est entrée dans un dialogue d'égalité avec le monde dans le domaine de la culture. Il ne faudra peut-être pas longtemps avant que cet échange culturel devienne aussi un véritable échange économique et politique, et quelque chose de bien plus important et de plus urgent, dans un dialogue, d'égal à égal avec le reste du monde, sur les orientations de la civilisation humaine et l'avenir de la planète. Terminé. Les nouveaux centres de la sphère. William Aspinall.